TV Rogers est un fier partenaire diamant du Salon du livre de Dieppe. C'est avec plaisir que nous vous présentons cette édition, une soirée littéraire enregistrée au bar Le Coude sur le campus de l'Université de Moncton pendant le Salon du livre de Dieppe, édition 2017. Je me présente, mon nom c'est Camillien Roy, je viens de la région de Bathurst, plus précisément d'un petit village qui s'appelle Romerville. Encore plus précis, j'ai un petit village qui s'appelle Saint-Laurent. Et on m'a demandé d'animer cette soirée. Animer est un grand mot, je me contenterai d'introduire les auteurs, les poètes qui vont défiler ici ce soir. Je vais briser la glace parce que j'ai moi-même publié un livre qui vient de sortir au mois de septembre, après 10 années de silence. Un livre qui s'appelle « Mémoire d'un homme inutile ». Non, ce n'est pas ma biographie, c'est une fiction aux éditions Perce-Neige. Donc, ça fait presque 3 semaines que je fais de la promotion, la radio, télévision, tout ça, et sensiblement, les questions, c'est toujours à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on livre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça fait qu'avant de vous faire ma lecture, je vais vous donner les ingrédients. Si jamais il y a des gens ici qui pensent à écrire, prenez des notes. Vraiment, la recette est là, je vous la donne. 3 années d'écriture, 2 années de réécriture et de correction, 1 année de temps pour une réponse d'éditeur, 281 pages, 9 chapitres, 60 918 mots, 354 879 caractères, une crise existentielle, beaucoup d'humour, de la tendresse, de l'autodérision, une bonne dose d'espoir. On y parle de femmes, d'amour, de travail, de carrière, d'amitié, de hockey, de chasse, de sport, de sexe, d'amour, de regret, de religion, avec une pointe de philosophie. Au centre de l'action, un personnage principal vraiment dégueulasse, mais qu'on apprend à aimer à la fin du roman. L'ensemble est saupoudré d'une pincée de cynisme. Alors, je vous lis le premier chapitre, c'est-à-dire les 2 premières pages. Mémoire d'un homme inutile, aux éditions Perce-Neige. Je vais trouver la bonne éclairage. Le verdict est tombé avec la force et la précision du couperet d'une guillotine. Je vous donne ma parole, le bruit fut sec, brutal et sans merci. J'ai appris que j'allais mourir un mardi en rentrant du travail. Vous tenez vraiment à ce que je vous raconte tout du début? Oui, du début. En détail, ou je résume en détail, s'il vous plaît. À quoi ça va servir? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes dans une chambre d'hôpital, je suis alité, je suis branché de partout et je tiens à peine debout. Vous croyez sincèrement que ça va changer quelque chose dans la situation? Monsieur Dubreuil, vous avez été porté disparu pendant plus de 6 mois. Vous nous devez bien quelques explications. Parfois, revisiter le passé, c'est une occasion d'y voir plus clair. Vous avez peut-être raison, et si ça vous amuse, mais j'aime autant vous prévenir, ça risque de prendre un moment. J'ai tout mon temps. C'est curieux parce que justement, pour ma part, du temps, c'est un luxe que je n'ai plus. Vous pouvez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Madeleine. Madeleine. Vous êtes psychologue? Travailleuse sociale. Travailleuse sociale pour les soins palliatifs. C'est joyeux. J'aide les patients sur tous les planchers de l'hôpital. Et c'est moins triste que vous l'imaginez. Bon, eh bien, allons-y, Madeleine. Je vous raconte. Comme je vous le disais, j'ai appris que j'allais mourir mardi en rentrant du travail. Évidemment, un mardi, un mercredi ou un jeudi, c'est du pareil au même. En ouvrant la porte de mon appartement, j'ai tout de suite remarqué la lumière témoin du répondeur. Moi qui n'avais jamais d'appel, j'allais être servi. Le message est pour M. Dubreuil. C'est urgent. Pendant quelques secondes, perplexe, je suis resté debout dans le couloir de l'entrée sans bouger. Au bout d'un moment, comme un boxeur sonné, j'ai déposé ma mallette. Même si j'avais très bien compris et qu'il n'y avait aucun doute que ce message était bien adressé, j'ai réécouté ces quelques mots. Le message est pour M. Dubreuil.
Le docteur Laporte aimerait vous rencontrer. Veuillez contacter la clinique le plus tôt possible. C'est urgent. Aussitôt, j'ai compris que les nouvelles étaient mauvaises. Soyons réalistes. Les médecins appellent rarement pour nous annoncer le contraire. Par hasard, dans la rue, quelques secondes avant de monter, j'avais eu une pensée pour mon ex-épouse, Marie-Claude. Il y avait exactement 12 mois, j'avais reçu les documents de son avocate qui officialisaient notre divorce. Je m'y attendais, ce n'était pas une surprise, tout au plus une formalité. Mais naïvement, à l'époque, j'avais quand même nourri l'espoir qu'elle finirait par me pardonner mes frasques, comme elle l'avait fait si souvent par le passé, et qu'elle reviendrait à la maison pour que l'on puisse finir notre vie ensemble. C'était un leurre. Marie-Claude ne remit plus jamais les pieds dans notre appartement, et encore moins dans ma vie. Je m'étais pitoyablement accroché à cette illusion comme d'autres à un billet de loterie. 1 an, jour pour jour. Parfois, le destin d'une cruauté lamentable. Merci. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Patrick Chiasson est originaire de Tracadie. Il étudie en littérature à l'Université de Moncton. Il soutient ouvertement qu'il écrit pour changer la vie des gens. Son but, écrire différemment, tout en ayant une morale à transmettre. Je vais l'accueillir avec une citation de l'écrivain français Jules Renard. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Patrick Chiasson. C'est finalement mon tour de parler, Caroline. Je disais ça à Monica Bolduc. Ça fait longtemps que je veux faire ceci. Ça fait longtemps que j'ai rêvé de parler devant des gens de ma passion, mais j'ai jamais réussi à le faire parce que j'avais pas agi sur mes passions. J'avais jamais rien écrit, puis c'est difficile de parler de ça que tu as écrit quand tu n'as rien écrit. Hein. J'ai écrit le livre Dyslexique pour parler de la dyslexie. Je disais tantôt à mes collègues que je me suis fait inviter à une soirée littéraire, poésie. J'ai écrit un recueil de poésie, mais je ne me considère pas comme un poète, je me considère comme quelqu'un qui décrit la vie autour de soi. Je décris mon environnement, dans le fond. Je vais commencer par lire un poème qui s'intitule « Ça va trop vite ». C'est un poème qui représentait mon état d'âme lorsque j'ai commencé à écrire mon recueil. Je lis toujours ce poème-là parce que c'est le poème qui a tout commencé. C'est vraiment le poème qui a changé ma vie, puis je vais vous le partager ce soir. Ça va trop vite. Ça va trop vite, j'ai trop de stress. Papier café, mon appart est un mess. Ça va trop vite, ma tête s'étire pour le malheur et pour le pire. Jamais deux sans toi, à la vie comme à la tort. Viens me voir à la France pour oublier ton sort. Mon appart est un mess, j'ai trop de café. Papier, mess? Non, papier stress. Ça va trop vite, j'ai trop de pression. Si je réussis pas... Non, j'ai pas le choix de réussir. Mais j'ai trop de pression. Puis mon appart est un mess. Puis ça va trop vite. Puis il se demande pourquoi je vais pas. Pourquoi la seule place que je vais, c'est au petit pour me soigner. C'est pas ma faute. Ça va trop vite. Comme vous pouvez le deviner, je n'étais pas dans une bonne place quand j'ai écrit ce poème-là. Ça allait pas bien dans ma vie. Ça faisait à peu près 5 ans que j'étais dans une dépression, puis j'essayais de trouver qui ce que j'étais. Puis en réalité, ce poème-là, je l'avais écrit pour décrire la réalité étudiante
Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais en train de décrire ma propre vie. Je vais enchaîner tout de suite avec un autre poème qui s'appelle « Trouver l'arc-en-ciel ». Et ensuite, je vais vous expliquer d'où vient le titre « Dyslexie ». Dyslexie, plutôt. Trouver l'arc-en-ciel. Sans pouvoir dormir, je souris, regardant la lourde pluie qui fait rage, qui sans cesse nourrit mon ennui. Je me réfugie et je nage dans le poison de l'insomnie. Le cœur lourd dans mes pensées gère, peur et doute, je ne peux les taire. Trouverai-je une porte de sortie? Je suis prisonnier de la pluie. Et les jours sombres se multiplient. Ma peur ne vient plus de l'ennui, avec tout ce qui nous arrive et avec toute cette pluie. J'ai peur de perdre le goût de vivre. Mais, rappelons-nous dans les jours sombres, lorsque tout notre espace s'effondre, nous allons trouver la sortie, car il n'existe rien de tel qu'un arc-en-ciel sans pluie. J'aime assez cette fin-là, comme ça représente le contraste entre la première partie de mon recueil puis la deuxième partie de mon recueil. La première partie de mon recueil s'appelle « Dyslexie ». La deuxième partie de mon recueil s'appelle « Acadidéal ». Acadidéal, c'est le monde dans lequel je veux vivre. C'est le monde idéal dans lequel je veux évoluer. Dyslexie représente le monde dans lequel je vis actuellement. Il y a beaucoup de dyslexie dans le monde où je vis et je me suis rendu compte qu'on est tous un peu dyslexiques. Je m'explique. La dyslexie, dans le fond, c'est un problème qui influence grandement la communication. J'ai une amie qui est dyslexique, puis elle m'a dit l'autre jour, j'ai souvent l'impression de ne pas être compris. Je parle, puis on dirait que les gens me regardent bizarrement, puis ils ne me comprennent pas. Puis parfois, comme disait aussi, j'ai de la difficulté à exprimer ce que je ressens. Puis quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'on est tous un petit peu dyslexiques. Chacun dans notre vie, à un moment donné, on s'est tous sentis incompris. On a tous déjà eu la difficulté à dire ce qu'on ressentait. Puis je trouve que pour vivre une vie épanouie, c'est important d'apprendre à être honnête avec soi-même et à s'aimer plus particulièrement. Donc, dans la deuxième partie de mon recueil, dans l'Acadie idéale, ce qui est maître dans le monde idéal, c'est l'amour, le respect et l'amour de soi plus précisément. J'ai deux autres poèmes à vous lire. Je vais vous donner un exemple de ce qui se retrouve dans la partie de dyslexie. Un poème absolument loufoque. Il n'y a rien à comprendre dans le poème, je vous avertis tout de suite, là, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, puis j'espère que vous allez aimer ça. Le poème s'appelle « Sans dessus debout ». Puis une petite anecdote vite faite, ce poème-là vient pas loin après un poème qui s'appelle « J'ai pissé à côté du bol », puis « Ah, mon Dieu !» J'ai pissé à côté du bol, ça définit ma vie au complet, Caroline, parce que j'ai l'impression que c'est pas normal, tu sais, comme les gars vont plus me comprendre, c'est pas normal de pisser à côté du bol, hein, c'est pas normal. Hein. Là, en plus, j'ai beaucoup de passion, et là, j'ai mon professeur de français oral qui me regarde, là, et on dirait il me juge avec ses yeux perçants, j'attends qu'il me note à la fin de ma présentation. En tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, trop souvent, Caroline, de pisser, mais à côté de la toilette, parce que je suis une personne qui est naturellement spaced out. Comme je suis la lune souvent. Voilà. Puis je me rappelle, j'avais 6 ans. Je m'en rappelle vraiment clairement parce que c'est une des affaires les plus bizarres qui m'est arrivée de toute ma vie. Là.
J'arrive dans la cuisine, je suis dans la lune complètement. Je mets mon pied sur la poubelle pour l'ouvrir. Je dézippe mes culottes, puis je commence à pisser. Puis mes parents sont à la table de la cuisine, puis ils me regardent comme si que je viens d'une autre planète. Ils n'ont même pas la force de dire à rien. Colin me regarde avec stupéfaction. Mais qu'est-ce que mon fils fait là? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que mon fils fasse ça? Puis là, je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de pisser dans la toilette parce que j'entendais le bruit du fond du sac, Caroline. Puis comme d'habitude, quand tu pisses dans une toilette, tu entends le bruit de l'eau qui rentre en contact avec l'eau. Tu sais, entends le plou, 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 là. Hein? Mais là, moi, j'entendais du puis là, j'étais comme, voyons que c'est ça, Caroline, c'est pas un bruit de toilette. Là, je regarde, j'étais en train de pisser dans une poubelle. Là, mes parents, à droite, ma mère, elle était scandalisée. Ça n'avait pas lu. Mon père, lui, il riait. Mon père, lui, il trouvait ça comique, là. Mais ma mère, elle était Caroline, mon fils, qu'est-ce qu'il fait là? En tout cas, ça, c'est juste pour représenter ma dyslexie, là. Je vais enchaîner avec le poème Sans dessus debout. Sans dessus debout. Je marche dans un marché. Il y a une pancarte qui dit « Interdit de marcher ». Donc, je cours, puis je me pète la gueule. Une chance que j'ai une gueule de bois. Un chien me regarde en aboyant à l'envers. Donc, je me lève à l'envers, puis je lui réponds en anglais. La caissière me regarde croche, lui dit « I'm not that croche! » Je prends mes pilules, je vais voir la caissière. « Do you have air miles? » Air Mill? Non, sorry, je connais pas Air Mill. « Ah, tu parles français, comme dit? » No, have a nice day. Puis je m'en vais comme un voleur pour plus jamais revenir. Ça, là, c'est... Si vous êtes intéressé à mon recueil, c'est ça que vous allez avoir, c'est des poèmes loufoques. Dans la première partie, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Dans la deuxième partie, là, je me suis amusé avec le style. Il y a un poème que j'appelle Palindrome de qualité, qui se lit autant bien à l'endroit qu'à l'envers. Puis lorsqu'on lit le poème de haut en bas, on retrouve une histoire, et lorsqu'on lit le poème de bas en haut, on retrouve une autre histoire. Je ne vais pas vous lire ça parce que c'est un exercice qui se fait mal à l'oral. Ça se déguste mieux en le lisant. Je parlais tantôt que dans l'Acadie idéale, dans mon Acadie idéale plutôt, les gens auraient confiance en eux-mêmes. Puis je voudrais terminer là-dessus avec un dernier poème qui s'appelle « Je suis », mais avant ça, je vais expliquer le poème. Je me promène dans les rues, puis je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment leur valeur humaine. Il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux pour des raisons qui sont irrationnelles. Mais quand tu as un problème de confiance, c'est vraiment difficile de te sortir de ce cercle vicieux-là. C'est vraiment difficile de te sortir si tu n'es pas bien entouré. Donc, mon message pour les gens, j'espère que vous êtes tous confiants en vous, mais si jamais il y a des gens qui ont de l'anxiété, qui sont en dépression, mon meilleur conseil pour vous, ce serait de vous entourer de gens qui ont votre meilleur intérêt à cœur, hein, qui vont vous appuyer dans tout ce que vous faites, au lieu d'essayer de vous décourager puis vous dire « Oh, ben là, arrête de rêver en couleur, tu ne pourras jamais faire ça. » Entourez-vous pas de gens comme ça. Entourez-vous de gens qui vont vous pousser à aller à un autre niveau de conscience et de performance. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec un masque parce qu'ils ont peur de ne pas être assez intéressants comme qu'ils sont. Enlevez votre masque. Enlevez votre masque et célébrez qui vous êtes.
J'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. Je vais réciter mon poème « Je suis ». C'est 3 phrases, très court, et c'est 3 phrases qui veulent en dire beaucoup. Je suis. S'aimer est le plus beau cadeau que l'on peut se faire. Se comprendre est le plus beau projet que l'on peut entreprendre. Et être soi-même est la plus belle façon de changer le monde. Donc, soyez vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Monica Bolduc. Monica Bolduc est originaire d'Edmundston. Elle habite à Moncton, où elle poursuit des études en art dramatique. Elle publie aux éditions Persnage son premier recueil de poésie, Dead End, qui explore le cul-de-sac de relations amoureuses et les autres troubles du langage. C'est la 2e fois que j'entends Mme Bolduc et je peux vous assurer que sa plume et son style ne laissent personne indifférent. J'aimerais l'accueillir avec une citation de l'écrivaine française qui est probablement la plus influencée, c'est Marguerite Duras. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Monica Bolduc. Bonjour, j'aime pas vraiment parler, fait que je dirai pas grand-chose, sauf que je vais vous lire une suite de poèmes dans mon recueil Dead End, qui a été publié chez les éditions Persnage également cette année, qui est mon premier, mon petit bébé. Il s'appelle Dead End, donc attendez-vous pas à des choses super joyeuses. Pyromane. Le son d'une allumette qui frotte. Poudre de verre, phosphore rouge, friction, combustion, jouissance. La flamme monte. La fumée prend chaque fois une forme différente. Et cette odeur. Hésiter entre l'éteindre ou la laisser tomber sur mes draps rouges et brûler vive. Le feu se répand dans mon ventre à penser que je pourrais mettre fin à ma vie. Maintenant. La flamme brûle le bout de mes doigts. Je souffle. Maybe next time. Morning. En vouloir à la vie de m'éveiller trop tôt, en vouloir à l'amour d'être cruel, 2 heures de plus à vivre, à prier un Dieu en qui je ne crois pas, de m'endormir à nouveau, vivre moins longtemps aujourd'hui, peut-être arrêter d'en vouloir à l'amour et de t'en vouloir, de m'avoir brisé. Moncton, 37. Allez, le vent dans la face. J'ai hâte d'être à l'intérieur. Retour, le vent dans le dos. J'ai hâte que tu sois à l'intérieur de moi. À lui. Tes longs doigts twistent l'ampoule de mes désirs comme celle de ta caisse de lampe de plafond qui tremble presque autant que moi. On, off, chaud, froid, je t'imprègne de moi comme la nicotine imbibe tes draps défaits. La voix de Tom Waits plaque contre les murs. Ton sexe incandescent pointe vers le mien, la fin du plafond spin à en perdre le nord. Tu m'imprègnes de toi. Les longs doigts glissent sur les montagnes de mes hanches. Friction. Je pars. Je disparais. Tu effaces chaque parcelle de mon existence, chaque quasi-bonheur. Tes longs doigts me twistent comme l'ampoule de ta crise de lampe de plafond, qui tremble encore après l'orgasme. Braemar 1. Décalage horaire entre cœur et tête, les veines pleines de goudron, de la suie sous les paupières épaisses, les pieds collés à l'asphalte humide et la main qui ne veut pas lâcher la poignée de ta porte pour une dernière fois. Aujourd'hui, je me sens vieille et maganée comme le chemin, pleine de craques, de trous, de crachats, de morvia, de reflets sombres, de blood moon, de bottes de cigarettes, de roches de joints, de vitres cassées.
Me sens maganée comme le sang qui coule dans les craques. Aujourd'hui, j'ai vu ma première éclipse de lune. J'ai des trous dans mes bas puis une coupe dans le cœur. Aujourd'hui, je fume en dedans et bois à même la bouteille de vin. Mais j'ai quand même froid. Je suis une petite pute de centre d'appel, trop saoule et trop jeune pour comprendre que le bonheur ne fait pas d'argent. Je vis de paycheck à paycheck. Mon compte est en souffrance. Drôle de mots pour décrire la pauvreté. Souffrance. Malgré tout, je pense à toi et je bois au lieu de payer mes billes. Je suis malade, je digère mal tout ce que je ressens. Je vomis, régurgite mes mots. Je vagabonde aveuglément entre mes suppositions et mes brûlures. Nostalgie. Tes yeux sont gros comme la lune qui blasphème devant tous les passants qui se créent de son existence. La planète est bleue et je n'y peux rien. Demain. J'aime penser que je serai plus sage, que je penserai à toi moins souvent, que la chaleur s'emparera de moi. Demain, j'aurai la force d'exister. Je serai ton animal totem comme tu as été le mien. Demain, je tiendrai debout sur la lune et j'aurai le courage de sauter en orbite autour de tes yeux. Même si j'ai mal, même si le vent me fait pleurer, même si je ne dors pas, je sourirai, flotterai, comme si tout allait bien. J'aime croire que je serai plus heureuse, que je réussirai à combattre le monstre qui coule dans mes veines et les voix dans ma tête. Et je me dis qu'en attendant de se perdre, on peut continuer de se retrouver. Catherine Laratte. Catherine Laratte est originaire des Pays de la Loire. Elle s'était établie au Canada en 1980. Enseignante de formation et traductrice, elle a exercé de nombreux métiers qui gravitent tous autour des langues. Après avoir vécu 25 ans à Saskatchewan, attirée par la mer, elle déménage en Acadie, où elle demeure présentement. Les cultures, les mots, leur histoire et leur voyage à travers le temps la fascinent. Elle puise son inspiration dans la nature et le dépaysement. La glaneuse, paru en avril 2017, est son premier recueil de haïkus. J'aimerais l'accueillir avec un extrait de mon 3e roman, L'art de refuser un roman, et l'unique haïku que j'ai écrit de ma vie. Un manuscrit naît, les mots fragiles s'éveillent, le glaive s'élève, tue. Catherine Laratte. Bonsoir. Mon premier recueil de haïkus donc a été publié cette année au mois d'avril après à peu près 4 ans de travail intensif et je voulais donc partager certains d'entre eux avec vous. Un haïku, c'est un poème d'origine japonaise et en général il est sur 3 lignes. Et la première ligne doit en principe avoir 5 syllabes, la deuxième ligne 7 syllabes et la troisième ligne doit avoir 5 syllabes, 5, 7, 5. Ce n'est pas une poésie où l'auteur s'exprime vraiment, c'est vraiment des suggestions, de l'impressionnisme et c'est extrêmement court, donc le poids des mots est important. Donc mon premier recueil s'appelle La glaneuse. La glaneuse parce que l'objectif que j'avais en écrivant ce recueil, c'était de poser mon regard sur des choses que, en général, on ignore, des choses qui sont soit belles, soit ordinaires, soit curieuses. Et cela me frappait et j'essayais de traduire ça en mots. Pluie battante, une frimousse et sa tuque rose derrière le carreau. En général, un haïku, pour le savourer, il faut le lire 2 fois. Donc, si ça ne vous dérange pas, je les lirai 2 fois. Pluie battante,
Une frimousse et sa tuque rose derrière le carreau. Zoom sur un crocus. Le photographe accroupi dans la vase. Zoom sur un crocus. Le photographe accroupi dans la vase. Grand ménage. La cavale de l'araignée sous le lit. Grand ménage. La cavale de l'araignée sous le lit. Bar de danseuse. Dehors, des saucisses sur un barbecue. Bar de danseuse. Dehors, des saucisses sur un barbecue. Un manuscrit naît, les mots fragiles s'éveillent, le glaive s'élève et tue. Merci pour la leçon de Lorette. Rosette Pipard. Rosette Pipard signe ses premiers poèmes dès l'âge de 15 ans dans un an destiné à cristalliser l'émotion. Elle réside en Angleterre où elle obtient un certificat en langue et littérature anglaise à l'Université de Cambridge. Elle obtient un bac SR à l'Université de Montréal. Femme d'affaires dynamique et impliquée socialement, elle mène une carrière de consultante en communication. En parallèle, elle gère la carrière d'artiste peintre et préside des organismes culturels. Elle trouve le temps de signer 3 biographies d'artistes peintres, un essai intimiste intitulé « Désir d'écrire » et 4 recueils de poésie. Elle anime également 2 séries télévisées et collabore à de nombreux journaux et magazines. Elle est conférencière et animatrice d'ateliers et travaille aussi comme éditrice. Devant l'ampleur des accomplissements de Mme Pipard, je vais l'accueillir avec une citation de Simone de Beauvoir. Dans les livres, les gens se font des déclarations d'amour et de haine. Ils mettent leur cœur en phrases. Dans la vie, jamais on ne prononce des paroles qui pèsent. Madame Rosette Pipard. Bonsoir à tous. Je vais vous emmener dans un univers un petit peu plus ludique. D'ailleurs, je vais vous mettre à contribution, puisque je vais vous lire quelques poèmes d'un de mes recueils qui s'appelle « Poèmes à croquer ». Et la vie de l'écrivain apporte parfois quelques surprises. Je me suis laissée surprendre par les mots qui sont arrivés tout seuls. Un beau jour où ma fille m'a apporté un petit panier de fraises. Alors, ces poèmes à croquer sont écrits uniquement à propos de fruits et sont écrits sous forme de devinettes. Alors, je vais vous le lire, je donnerai peut-être quelques indices, mais je vais vous inviter à essayer de deviner le fruit que je vais vous décrire. Quand c'est arrivé, j'en ai fait une dizaine, puis l'éditeur, qui est Marcel Roquet, la nouvelle édition, un fou du livre, qui a d'ailleurs 82 ans et qui travaille encore 7 à 8 heures par jour dans l'écriture, c'est vous dire, m'a dit, mais bon, tu sais, c'est amusant tes poèmes, et puis c'est même un petit peu sensuel. Alors du coup, j'ai continué, j'en ai écrit une trentaine. Mais avant cela, j'aimerais vous lire juste un tout petit passage de mon premier bébé qui est né il y a une dizaine d'années. Bon, c'est vrai que j'écris depuis bien plus longtemps que ça, mais disons qu'avec mon chapeau d'agent d'artiste, de conseillère en communication, je m'étais un petit peu laissé de côté. Et un beau jour, j'ai décidé de laisser parler l'écrit qui sommeillait ou qui a fait plutôt en moi. Et j'ai commis donc le premier livre qui s'appelle « Désir d'écrire » et qui était vraiment l'accouchement de moi. Et en quelques mots, c'est l'écrit qui me parle et qui se demande pourquoi je ne l'honore pas. Alors, ce livre est un peu en 3 parties. L'écrit me parle, je lui réponds. Et la 3e partie, c'est plutôt une réflexion philosophique et psychologique et spirituelle, surtout sur l'importance d'oser ses talents. Et dans ce premier livre, qui est aussi truffé d'éléments de ma vie,
heureuse et malheureuse, comme tant d'entre nous, j'écrivais ce petit texte que je vais tenter de vous lire ici. Écrire. Je la sens exister en moi, cette voix qui, au fil des incertitudes, s'est accrochée à son rêve fou pour lentement mûrir à la vie. Du fond de mes entrailles, je perçois ce filet murmure, prêt à éclore, comme un bourgeon brisant sa coquille, comme un poussin craquant son ciel pour enfin respirer la vie. Voilà. Alors, j'en viens avec mes poèmes à croquer. Donc, je vous donne un indice, c'est un fruit qu'on mange quand même très régulièrement. C'est gros, voilà, c'est mon indice. Je te prends, tu me piques, je te coupe, tu me désaltères. Entre nous, soleil oblige, de tant de sève tu es fait. Ton écorce rébarbative, parsemée d'éperondures, s'entaille, révélant sous les doigts mouillés ton effluve d'une fraîcheur exquise, d'un jaune écarlate, digne des plus beaux soleils, prince nourricier de ton fruit mûri. Entrailles impériaces, il n'en faut pas plus pour isoler ce cœur figé, en étayer les rondelles fibreuses qu'un jus savoureux parcourt dans toutes ses nervures. Glacé, cuisiné, séché, de tant de noblesse te voilà paré, rondeurs acidulées et sucrées à la fois, subjuguant les papilles jouissantes, tes charmes comblés. Absolument. Nous avons affaire à des spécialistes de la langue, je vois. Alors, j'enchaîne avec un autre qui finalement est un fruit minuscule. Il faut s'agenouiller devant toi pour te découvrir, te cueillir, user de patience pour remplir son petit panier et résister à l'envie de te croquer sur le champ. Tendre et gorgé de soleil, même dans ce pays de neige où tu pousses, où le poète national du Québec ne cesse de t'honorer chaque été. Rond de chair colorée, d'un bleu violacé, te voilà écrasé en moult panacées, dans lesquels tu rehausses de fraîcheur tes belles saveurs. Oui. Un autre fruit, évidemment. Rien n'est plus frais, malgré sa peau dure, qui, une fois entaillée, révèle cette chair couleur sang, rosée à souhait, fondant comme filet d'eau fraîche, oasis lisse. Qu'est ce fruit généreux, abondant, désaltérant, comme la source vive qu'un été torride me fait apprécier bien plus que le thé glacé. Un indice, c'est assez gros. Et c'est ça, c'est la pastèque, le melon d'eau. Je pense que je vais finir par mettre mes lunettes parce que c'est vraiment difficile. Alors, comme vous êtes spécialiste, je vais vous lire un autre poème, mais il ne s'agit pas d'un fruit. C'est le seul intrus dans ce livre, et c'est un incontournable dans la cuisine. Je suis sûre que vous allez le deviner. Effeuillé, désencombré de peau séchée, craquante et fragile comme l'écorce du bouleau qui s'effrite, comme la peau translucide de ces vieux qui sur la terre persistent, il se dévoile. Au-delà de la feuille transparente, voilà une âme solide et dure et ferme, décapante dans son envahissante effluve, qui,
malgré son aridité apparente, dégorge une chair blanche, vierge et authentique dans son essence pure, enrichie du temps qui, tel un bon vin, parfume et se révèle essentiel. Vous n'êtes pas loin. Oui, ça, c'est le nid. Alors, un autre. Ton troisième œil laisse couler ton lait naturel, désaltrant le cœur des hommes bleus harassés de soleil. Ta chair fraîche et fibreuse d'un blanc pur laisse des filaments de neige à croquer sous le vif ou à râper une fois séchés. À mille et un usages, tu te dédies, devenu incontournable dans toute cuisine exotique. Il faut s'armer de dextérité pour arriver à te fendre le cœur, ce noyau coriace et fibreux, en quelques coups de machette, révélant ton amande affriolante. C'est ça. Bon. Alors. Je vais terminer avec un dernier. Penser à toi fait frémir mes papilles qui coulent à l'annonce de ta chair brie. Impossible, à moins d'y être entraîné, de manger pur sans verser une larme. Sous la peau grumeleuse, signe d'un cœur maigre, ou fine, promesse de jus sublime, tu dégages un parfum acidulé qui au petit matin estompe mes nausées d'une soirée gourmande un peu trop arrosée. Coup de fouet assuré, départ énergique, que de légumes tu rends dociles et intacts, une fois coupés, que de salade tu tonifies de ton piquant élégant. Ah. Non. C'est ça, c'est le citron. Nous voilà rendus à notre dernier invité. C'était un cliché de dire que notre prochain invité n'a pas besoin de présentation, mais dans son cas, c'est une vérité. Je suis Raoul Duguay. Où commencer? Poète, auteur, compositeur, idéateur, directeur artistique, dramaturge, peintre, sculpteur, conférencier, cinéaste, comédien, pédagogue, critique littéraire, animateur de radio, professeur de philosophie et d'esthétique, artiste pour la paix et j'en passe. 17 albums, 18 recueils de poèmes, etc., etc. J'aimerais partager une petite anecdote personnelle qui concerne ma mère, M. Raoul Duguay et moi-même. Les dates, peut-être que M. Duguay pourra me corriger. En 1976, j'ai 13 ans. Montréal accueille les Jeux olympiques pour la première fois, peut-être pour la dernière, on verra. À l'époque, Radio-Canada organise un concours très original pour trouver la chanson thème des Jeux olympiques. Les finalistes sont invités à se produire à l'émission Clé-moi Lise, animée par Lise Payette et Jacques Fauteux. Privilège, parce que l'émission est diffusée tard en soirée, ma mère me permet d'écouter l'émission avec elle. L'invité que j'ai vu, c'était M. Raoul Duguay, qui se lance dans sa chanson avec sa fougue et son énergie. Son texte fait référence à la construction du stade olympique. Il y a une phrase que je n'ai jamais oubliée, où il dit la chose suivante: 25 gars sont morts dedans, mais c'est pas grave, on a fini à temps. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, je pense pas qu'il va gagner. Ma mère a dit non, c'est Pierre Lalonde qui va gagner. Raoul Duguay n'a pas gagné, Pierre Lalonde non plus. S'il vous plaît, accueillons chaleureusement M. Raoul Duguay. J'ai vraiment dit ça, moi. Je me rappelle pas. Mon ADN masculin, c'est la Gaspésie. Mon ADN féminin, c'est l'Acadie.
Je suis très heureux de revenir dans le pays de ma mère, Lausa Gauvin, qui est née à Pocqueville, que je suis allé revisiter quand je suis allé au Salon du livre de la péninsule acadienne à Chipay. Quand j'étais petit, ma mère, elle me disait, parce qu'elle me regardait jouer, elle me regardait jouer avec ma soupe à l'alphabet. Elle me disait, ah ouais, si tu veux devenir poète, mange ta soupe à l'alphabet. Puis là, il y avait mon père qui était à côté, qui disait, ouais, c'est bien beau ça, des lettres. Mais tu as besoin de manger une soupe aux chiffres, parce que tu ne seras pas capable de te l'acheter, ta soupe à l'alphabet. J'ai jamais été fort en économie depuis ce temps-là, et tout le monde sait très bien que les poètes vivent vraiment d'air et d'eau fraîche. On m'a demandé, l'Office de la langue française m'a demandé, il y a quelques années, d'écrire un texte de 500 mots. Pile poil, 500 mots. Qui devait être publié dans un recueil qui s'est appelé effectivement 10 mois, 10 mots. L'Office de la langue française s'était associé avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui inclut la France, la Belgique, la Suisse et le Québec, pour faire le Francofête et célébrer le français et la francophonie partout dans le monde. Ce qu'il y avait de particulier dans ce texte qu'il fallait écrire, chacun des poètes, il y avait 2 poètes du Québec, 2 poètes de chaque pays francophone, à qui on avait donné des mots qui devaient être la chair autour de laquelle on devait mettre de la chair autour de ce mot-là avec 500 mots. Je vous dirai pas tout de suite c'était quoi le mot. À vous de trouver. Mystère et boule de gomme, ici. Mais le titre s'appelle Le premier mot. J'ai 3 ans et 3 tiers. Pour la première fois, ma mère me sert un bouillon où baigne pêle-mêle plein de petites formes découpées dans la pâte. Elle me dit, « Dans mon petit Raoul, c'est une soupe à l'alphabet. » Toutes ces formes différentes sont des lettres. Si tu en manges très souvent, tu deviendras un homme de lettres. Mais, mon père de répliquer, c'est beau les mots, mais si tu ne manges pas de la soupe aux chiffres, tu ne pourras pas t'acheter ta soupe à l'alphabet. Posant mes yeux sur la soupe, je reconnais un cercle. La première forme que j'ai dessinée. Je connais donc déjà une lettre. Émerveillé, je m'exclame, « Oh !» Gaiement, ma mère s'exclame, « Bravo, mon petit Raoul, tu viens de donner un nom au son que tu as prononcé. » Puis, avec une cuillère, elle sort de la soupe chacune des lettres de l'alphabet et, distinguant les voyelles des consonnes, elle forme un beau grand O en les étalant tout le tour de mon assiette. C'est en chantant chaque lettre de l'alphabet avec ma mère que j'ai découvert le plus beau jeu de ma vie. Ma mère me dit, tu vois, avec chaque lettre, on a créé des mélodies et des rythmes. L'alphabet, c'est aussi de la musique. Je lui demande, maman, est-ce que les lettres rêvent? Elle me répond, toute seule, les lettres s'ennuient. Alors les voyelles rêvent aux consonnes et les consonnes rêvent aux voyelles. Toutes joyeuses, les consonnes viennent danser et chanter avec elles.
Ainsi naissent les syllabes, les mots et les phrases qui donnent un sens à l'existence. Plus tu apprendras de mots, plus ton imagination prendra de l'expansion. Quand tu seras grand, tu pourras écrire des chansons et des livres où tu exprimeras tous les rêves de ton univers intérieur. Puis, ma mère pose ma tête contre son cœur, qui fait boum, boum, boum. Et, béat de bonheur, je m'endors. Je rêve. Je rêve. Je suis une lettre libre. Un O. Dans le vaste et vague vide où tout est invisible. En plein cœur de l'ailleurs, enspiralé dans le silence symphonique de l'absolu, où palpite la paix. Seul, je danse en rond. Tout est dans tout. Tout est au bout. Tout est possible. Caché dans le vide, comme les mots dans la soupe alphabet. L'univers, encore virtuel, rêve de naître. Soudain, dans un crescendo incommensurable, il se met à vibrer. Dans la cacophonie de ce bouillant chaos, de ce tohu-bohu, apparaissent les premières particules, les premières lettres de l'alphabet de la matière, les quarks, les électrons, les photons. N'en pouvant plus de leur solitude universelle, ces particules s'appellent et s'assemblent pour faire éclater le premier mot de l'univers. Boum! Ainsi, de l'infiniment petit naît l'infiniment grand, et du rêve la réalité. Je me réveille. J'ai 78 ans. Je mange toujours ma soupe à l'alphabet. Je rêve encore les yeux ouverts. J'avale l'univers. Et ceci n'est pas mon dernier mot. Et quand j'ai écrit ce texte-là, qui m'a pris beaucoup de temps, parce que écrire 500 mots, pas un phonème de plus, c'est pas évident. J'ai fait vraiment un retour dans le sein de ma mère. Et quelque chose qui m'est resté, puis j'ai l'impression que comme écrivain, ça ne me lâche pas. Vous allez comprendre pourquoi ici. Parce qu'on m'a demandé de définir le rôle de la poésie dans notre société. Ça, c'est la version très courte, quelques lignes seulement. La poésie est l'essence même du langage. L'apparition de l'alphabet et du langage écrit coïncide avec celle de la culture des civilisations. L'alphabet est né après la révolution agricole. La culture est née de l'agriculture parce que lorsque l'homme est passé de son état de nomade et qu'il est devenu sédentaire, ainsi est né le premier village autour duquel on semait des graines, qu'on élevait des animaux, qu'on domestiquait des animaux. L'écriture, ça, c'est il y a 12 000 ans. Il y a environ 5 000 ans qu'est née l'écriture à Sumer. Pour des raisons très simples. L'écriture est née exactement en même temps que l'argent. C'est une anthropologue qui a fait cette découverte contestée
Parce que les deux valeurs avec lesquelles on vit toute notre vie, c'est le rêve qu'on crée avec des mots et l'argent qu'on cherche à gagner pour pouvoir trouver du temps pour écrire ces fameux mots qui exigent beaucoup de temps et de silence dans cette cacophonie qu'est le monde, qui se parle tout le temps. On vit dans une civilisation de l'instantanéité et de l'ubiquité. J'arrive à un restaurant où deux couples, assis devant moi, je viens de manger, là, j'ai vu ça. Ça se peut-tu dans quelle civilisation? On est rendu où, là? Un gars, une fille, ils pitonnent. Ils pitonnent. J'en ai vu deux couples. C'est-tu un rendez-vous d'amoureux, ça? Où sont partis les mots? C'est quoi écrire? On texte. Sur l'autoroute, on nous dit ne pas texto, pas de texto. J'ai vu ça en m'en venant pour prendre l'avion de Saint-Armand, mon petit village, à ici. Ne faites pas de texto, c'est dangereux. Et les gens passent le temps à... Il y a des gens qui viennent me voir, puis ils prennent un rendez-vous. Ça fait 10 fois qu'ils me demandent de venir, ils viennent chez nous, puis ils arrivent chez nous, puis ils pitonnent. Puis je dis, écoute-toi là, dehors. Dehors. Alors, regarde-moi dans les yeux, lâche-moi cette maudite machine à piton-là. Parle-moi. Écoute-moi. Sinon, disparais. J'aime bien mieux dans le silence et seul que dans cet univers plate où on fait juste répondre à la question où, quand, comment, combien. Moi, je veux savoir pourquoi. Je veux savoir avec qui. Je veux communiquer. L'info, bien sûr. Internet comprend 450 millions de livres. Qu'est-ce que contient une bibliothèque? Tout est possible, on peut y avoir accès. Mais quand je vois les jeunes ne faire que pitonner, ils disent « Ah! On dit qu'on est dans une civilisation individualiste. Mais je communique tout le temps, je suis en train d'appeler mon chum, ma blonde, puis je suis in, je suis à l'heure, je suis dans la civilisation. Wow, je suis à l'heure. Oui, mais t'es-tu rencontré, toi, de temps en temps? C'est ce que je vous dis, on n'a plus le temps d'être avec soi. Pourquoi il y a tellement de vide dans ces fameux textes-là? Puis je me dis que ça me fait réfléchir à la raison pourquoi je dois continuer d'écrire de la poésie. Or, il n'y a pas d'histoire sans culture. Pas de culture sans écriture, pas d'écriture sans lecture, et pas de lecture sans alphabet. Le rôle de la poésie dans toute société est de jeter des ponts entre la réalité et le rêve, d'inventer un autre monde dans ce monde, en glorifiant la langue française, écho de notre identité. Pour un promoteur de l'économie, une image vaut 1000 mots, mais pour un poète, un mot vaut 1000 images, si c'est un bon poète. Une société qui n'a plus de rêve, n'a plus d'avenir. Sans poésie, comme on dit, le monde n'a pas de saveur et l'existence perd son sens. Si les gens de raison s'occupent de la réalité, les poètes s'occupent du reste, de l'infini, de l'éternité. Merci. En terminant, je refais des remerciements. D'abord, merci beaucoup, M. Duguay. C'est un privilège de vous avoir entendu. Je remercie tous les gens, tous les poètes et les écrivains qui ont défilé ici ce soir. Je pense qu'on peut les applaudir.